Chers collègues, dans le cadre de nos travaux sur la lutte contre la vie chère, après nos tables rondes de la semaine dernière sur les dépenses automobiles et de carburant, nous examinons ce matin la question du commerce en ligne avec ses atouts, mais aussi peut-être ses risques ainsi que ses perspectives. Pour nous éclairer, nous accueillons donc M. Louis-Arthur Germand, directeur général de Dom Market et Amarena, M. Cyril No, fondateur et président de Isleden, M. Jésus Morales, directeur marketing outre-mer du groupe La Poste. Nous nous interrogeons en effet beaucoup sur l'impact du développement de ce nouveau mode d'achat dans les outre-mer. Quelle est sa part aujourd'hui? Quelles sont les prévisions de croissance? Les achats en ligne depuis ou vers le bassin économique régional des outre-mer offrent-ils des perspectives de croissance? Quels sont les obstacles éventuels à son extension? Nous vous remercions donc vivement, messieurs, pour votre présence et votre disponibilité. Nous allons vous laisser la parole pour votre présentation à tour de rôle sur la base du questionnaire qui vous a été transmis en avant. Je remercie aussi mes collègues rapporteurs Viviane Artigalas, Jocelyne Guilez et Evelyne Pernaut qui nous font l'honneur de leur présence ce matin et qui sont vraiment très, très impliqués sur ce sujet de la vie chère dans les Outre-mer. Donc, Monsieur Germand, je vais vous laisser la parole en premier. Super, merci. Il faudra appuyer. Voilà, bon, pardon. Merci de nous recevoir. Merci de me recevoir. C'est un peu plus stressant en présentiel plutôt que derrière sa caméra, donc excusez-moi d'avance si je bafouille un peu. Ça nous arrive aussi. J'espère que ça ne m'arrivera pas trop non plus. Donc pour ma part, j'ai essayé de répondre à vos questions qui nous étaient envoyées, en parlant un peu des spécificités locales, du lien de notre entreprise, mais surtout quelles sont moi mes connaissances sur ce marché et par rapport aux questions que vous faites. Votre première question pose un cadre, quelle est la part du marché du commerce en ligne dans chaque territoire ultramarin, par type de produit, notamment dans le secteur de la grande consommation de l'automobile. Quelles sont les prévisions de croissance? Alors, je vais répondre à la question par une non-réponse. Il est difficile de donner une part du marché précise du commerce en ligne dans le territoire ultramarin, car cela dépend de la manière dont on l'évalue. Parle-t-on du commerce en ligne des entreprises locales? Parle-t-on du commerce en ligne des entreprises nationales? Ou parle-t-on du commerce en ligne des sociétés internationales? Sur le marché local, d'après mes connaissances du marché et des estimations, cela représente entre 1 et 4% du chiffre d'affaires des entreprises locales qui ont passé le cap de la digitalisation. Donc il y a très peu d'entreprises en final qui ont opté pour ce canal de distribution. Par exemple, les grands groupes de la distribution, comme le groupe Parfait avec l'ancienne Leclerc ou le groupe GBH avec l'ancienne Carrefour, ne disposent pas encore de site internet marchand. Donc aujourd'hui, on ne peut pas acheter en ligne. On peut visualiser des produits, voir des prix, mais on ne peut pas acheter. Donc définir leur part de marché du e-commerce, pour moi, est impossible. Dans le secteur de l'équipement de la maison et du bricolage, certaines grandes enseignes ont lancé un site e-commerce, mais ce n'est pas encore généralisé. Concernant la pneumatique et l'automobile, on a vu des acteurs nationaux venir s'installer localement pour pouvoir développer ce secteur. Mais encore une fois, sur ces secteurs-là, il n'y a pas vraiment de transparence de données. Je connais bien l'équipement de la maison, le secteur de l'équipement de la maison, et je sais que ça représente à peu près 2,5% du chiffre d'affaires des enseignes locales. Mais du coup, la question est pourquoi il y a si peu d'acteurs locaux qui ont passé ce cap de la digitalisation, alors qu'aujourd'hui, en Hexagone, c'est une généralité. L'un des principaux freins est le coût d'investissement à la rentabilité. Développer un site internet en Martinique ou en Hexagone représente un coût similaire, sauf que le marché hexagonal est 200 fois plus grand que celui de la Martinique. Donc, contrairement au commerce traditionnel dit brick and mortar, des magasins, où la zone de chalandise, donc le potentiel de clients qu'on peut atteindre, va être similaire pour un magasin en Martinique comme un magasin en Hexagone. Alors, je vais beaucoup prendre l'exemple de la Martinique. Je suis martiniquais, c'est le marché que je maîtrise le mieux, même si Dom Market est aujourd'hui installé sur la plupart des DOM.
Si je passe maintenant aux acteurs nationaux, donc The Market est une place de marché, c'est-à-dire une plateforme qui connecte des vendeurs et des consommateurs. Donc nos vendeurs sont hexagonaux, sont nationaux, et d'après nos communications avec eux, les échanges que nous avons, il y a à peu près 10% des acteurs nationaux qui livrent aujourd'hui en Outre-mer. Donc un site internet sur 10 offre une livraison en Outre-mer. Et c'est souvent les plus petits qui le proposent et non pas les plus grands. Et lorsqu'on discute avec eux, les dom-tom représentent 0,5 à 1% maximum de leur chiffre d'affaires. Donc on parle de 10% des acteurs et les dom-tom représentent 0,5 à 1% de leur chiffre d'affaires. Et ensuite, il y a plutôt un autre aspect, c'est les acteurs internationaux. Donc on parle des plateformes comme Shein, AliExpress ou Temu, qui font un peu la une des journaux aujourd'hui. Elles connaissent une croissance préoccupante sur nos territoires, notamment parce qu'elles pratiquent une stratégie de prix ultra agressive. Vendre à perte n'est pas un problème pour elles. Et aussi, elles ne respectent pas toujours en fait, les règles douanières qui sont en vigueur sur nos territoires. Sur les prévisions de croissance, pour les acteurs locaux, je sais que un objectif réaliste serait que l'e-commerce atteigne 10% de leur chiffre d'affaires. C'est un seuil sur lequel l'investissement peut devenir rentable. Mais c'est un chiffre qui est difficile à atteindre. Et les acteurs nationaux, avant de pouvoir espérer une expansion massive de la chaîne d'approvisionnement, de ces acteurs sur les dom-tom, il faudrait résoudre plusieurs problèmes structurels, dont on va parler, je pense, au cours de la discussion. Mais un problème tout bête, le service après-vente, qui est primordial aujourd'hui quand on veut vendre des produits en ligne, ou même pouvoir exercer le droit de rétractation du consommateur. Lorsqu'un produit est défectueux ou qu'on s'est trompé de produit à l'envoi, doit-on renvoyer le produit en Outre-mer, en hexagone, puis le renvoyer de nouveau? Est-il réaliste d'amener les entreprises à investir dans une chaîne logistique et douanière complexe, nos territoires sont loin, plutôt que de privilégier un développement sur des territoires frontaliers comme l'Espagne, l'Allemagne, etc., qui proposent beaucoup plus de perspectives pour elles. C'est pour ça aujourd'hui que je pense que M. No et moi-même, on se bat pour faire connaître nos plateformes. La mienne est dommarket.fr. Notre objectif est de permettre à ces acteurs de lever les barrières, proposer une solution qui réponde à leurs besoins, donc pouvoir toucher les consommateurs d'outre-mer, sans se retrouver face à l'ensemble des freins que le commerce en ligne vers l'outre-mer peut engendrer. Sur votre deuxième question était sur quel type de produit l'achat en ligne permet-il de faire des économies les plus importantes, frais d'approche et taxes inclus. Bon. Alors d'un point de vue purement économique, théorique, il n'existe pas de raison particulière ou structurelle pour que l'achat en ligne permette de réaliser des économies significatives. Que ce soit les acteurs locaux ou les entreprises nationales livrant en outre-mer, les coûts sont similaires. Nous passons par les mêmes armateurs et les mêmes compagnies aériennes pour gérer le transport. Les mêmes taxes et droits doivent en principe être appliqués et les mêmes obligations de service, SAV, garanties, doivent être respectées. Donc la seule variable qui pourrait faire varier le prix final du produit, c'est le prix du produit. On pourrait supposer que les entreprises hexagonales bénéficient d'un meilleur pouvoir de négociation auprès de leurs fournisseurs grâce à leur taille. En réalité, de nombreuses entreprises d'outre-mer ont une taille suffisamment critique pour pouvoir aussi, elles, avoir un poids de négociation. Donc, malgré cette théorie économique, des écarts significatifs persistent et on le voit notamment sur plusieurs secteurs. En tout cas, c'est ce que nous avons observé sur The Market. Lors de nos relevés de prix, on a constaté une variation notable sur le secteur du bricolage, les articles de sport, les produits d'entretien du corps et de la maison, les pneumatiques, les pièces détachées automobiles, la téléphonie et l'informatique. À ce stade, nous n'avons pas encore réalisé d'études sur l'agroalimentaire et sur le prêt-à-porter, mais nous sommes convaincus qu'il y a une différence notable et que c'est un secteur sur lequel nous devrons, nous aussi, nous affronter un jour pour pouvoir proposer des produits à des prix compétitifs aux consommateurs ultramarins.
Alors, la tendance qu'on observe, c'est sur les nouveautés, les produits de niche et les articles à forte demande. En règle générale, il n'existe pas de catégorie produits systématiquement moins chers. Mais par contre, les produits récents, dont le prix est encore fluctuant selon le circuit de distribution, les produits de niche où l'absence de concurrence locale permet d'appliquer des marges plus élevées, et les articles très demandés où certains acteurs profitent d'une forte demande pour maximiser leur rentabilité, seront les trois typologies de produits sur lesquels nous allons observer une différence forte. Ces éléments expliquent pourquoi l'e-commerce peut, dans certains cas, permettre aux consommateurs ultramarins de réaliser des économies. Mais ces écarts de prix ne sont pas systématiques et dépendent avant tout de la politique tarifaire des acteurs locaux. Aujourd'hui, par exemple, sur Don Market, je n'estime pas être moins cher parce que j'ai un meilleur système, enfin, une meilleure logistique ou une meilleure gestion des coûts marketing. Je suis moins cher parce que les acteurs qui mettent leurs produits sur la place de marché, la valeur du produit est au même prix qu'en métropole. Et à ça s'ajoute la logistique, les taxes, etc. Et simplement du fait que la valeur du produit ou la marge effectuée par l'acteur national est plus faible, le produit, un prix final incluant les taxes et le transport, se retrouve à un prix plus faible localement. Donc sur la troisième question, c'était le règlement numéro 2018/302 du 28 février 2018, interdit aux commerçants en ligne de bloquer ou de limiter l'accès à leurs produits ou services en fonction du lieu de résidence des consommateurs, géoblocage, dans l'Union européenne. Ce règlement est-il mis en œuvre dans les RUP? Alors non, ce règlement n'est pas du tout appliqué dans les régions ultrapériphériques. Comme je l'ai dit un peu plus haut, à peine 10% des acteurs avec qui nous discutons livrent en Outre-mer, mais cette situation ne découle pas forcément d'un désintérêt pour ce marché, mais plutôt d'une analyse économique défavorable. L'enjeu principal n'est pas l'impossibilité logistique, mais la complexité et le coût du marché ultramarin. Donc, le premier point pour moi, c'est la logistique accessible mais non standardisée. Donc, il existe des solutions de transport. Donc, on a La Poste à côté de nous, donc Colissimo, Chronopost, FedEx, DHL, peu importe. Hein. Tous les grands acteurs de la livraison livrent les Outre-mer et ont des solutions pour les Outre-mer. Cependant, les e-commerçants doivent adapter leur process, ce qui alourdit leur coût et la rentabilité. Savoir que, comme je dis, ça peut représenter à peine 0,5%, voire 1% de leur chiffre d'affaires. Et mettre en place une structure spécialement dédiée à l'outre-mer engendre un coût un peu trop important pour eux qui ne rend pas rentable le produit. Ensuite, contrairement aux livraisons en hexagone, l'expédition vers DOM implique des formalités douanières, des taxes, des droits et parfois des coûts additionnels de stockage. Donc la rentabilité justement du e-commerce repose sur le volume et la standardisation. Plus vous allez envoyer de produits, plus vous allez pouvoir standardiser et du coup plus vous allez pouvoir être rentable. Or, adapter un circuit de distribution pour un marché de petite taille dilue le bénéfice et fait qu'au final, les acteurs peuvent perdre de l'argent sur chacune commande qui est passée pour un ultramarin. Et ensuite, il y a des contraintes spécifiques au RUP. Donc, par exemple, quelque chose d'un peu plus opérationnel, les dates des soldes. Donc, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, les soldes sont à des dates différentes et sont aussi à des dates différentes de celles de l'Hexagone. Donc, c'est très compliqué pour un marchand d'adapter sa stratégie marketing pour chacun des territoires et la différencier du sien. Parce que lorsque vous allez sur un site internet, peu importe où vous soyez, vous voyez la même chose. Et derrière, on en a un peu discuté, mais le SAV, la gestion des retours, le marketing, sont d'autres éléments spécifiques au marché local qu'il faut pouvoir déployer localement et qui coûtent très cher. Donc, par rapport à votre question, moi j'en pose une autre, c'est est-ce qu'il faut contraindre ou encourager? Face à cette réalité, une question se pose. Est-ce qu'il faut imposer aux acteurs nationaux de vendre en LDOM même si cela leur fait perdre de l'argent? Ou bien devons-nous trouver des solutions alternatives pour ouvrir le marché des Outre-mer à plus de concurrence sans pour autant fragiliser l'équilibre local? Je pense que c'est ce que Don Market propose et aussi ce que Isleden propose. Merci. Nous allons passer à Monsieur No qui va nous présenter son site Isleden.
Merci Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, chers confrères de Dom Market, chers partenaires de la Poste, Mesdames et Messieurs. Je voulais vous remercier de m'avoir convié à cette table ronde et j'ai préparé une petite présentation pour visualiser un peu mieux le marché du e-commerce, comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas aujourd'hui dans les Outre-mer et puis apporter quelques pistes de réflexion. Je suis à peu près d'accord en tout point de ce que vient de dire Monsieur Germont. Et ce que je vous propose, c'est de parcourir rapidement cette présentation. Petite présentation très rapide d'Isleden. Donc Isleden, l'origine du nom, c'est la contraction de Island et de Eden, puisque dans les territoires ultramarins, nous sommes sur des îles, à l'exception de la Guyane, comme tout le monde le sait, et Eden qui sont voilà, le paradis sur Terre, puisque voilà, donc on a trouvé que ça correspondait bien à ces territoires ultramarins. Isleden a été créé en 2019. Aujourd'hui, nous intervenons dans les 5 départements d'outre-mer, ainsi qu'à Saint-Martin et Saint-Barthélemy depuis la Guadeloupe. L'ouverture est prévue en Polynésie française et Nouvelle-Calédonie, courant 2025. Isleden est un distributeur. Alors on pourra en parler, c'est un peu différent de la marketplace. Dom Market s'appuie sur des vendeurs et met en place une plateforme pour que les vendeurs puissent vendre leurs produits. Nous sommes un distributeur, c'est-à-dire que nous achetons pour revendre les produits. Voilà. Mais la finalité reste à peu près la même. Depuis 6 ans, donc, on a référencé 50 fournisseurs et près d'1 million de produits. On a mis en place une logistique qui permet de livrer en moins de 15 jours et adapter la plateforme aujourd'hui pour intégrer des fournisseurs locaux, j'y reviendrai. On est également présent sur le segment des professionnels et des collectivités, puisqu'on a lancé il y a 6 mois Isleden Pro, qui permet, voilà, pour toutes les... On travaille beaucoup avec les collectivités locales, les collèges, les lycées, pour leur fournir des solutions simplifiées. Alors, je vais donner exactement la même réponse que mon confrère sur le marché. En fait, il n'existe pas de chiffre de marché pour les territoires ultramarins, puisqu'il y a trop peu d'acteurs et les produits viennent de façon un peu différente. Si on se reporte aux chiffres de la FEVAD qui ont été publiés la semaine dernière, le marché de la France nationale, c'est 66,9 milliards d'euros pour les produits non alimentaires. Ça ferait à peu près 1 000 euros par habitant si on rapporte à la population. Donc si on fait un rapport bête et méchant, ça donnerait un potentiel de 2,7 milliards d'euros pour les 2,7 millions d'habitants des Outre-mer, ce qui bien sûr n'est absolument pas le cas, c'est-à-dire que la réalité elle est probablement 10 à 50 fois plus faible sur ce marché. Donc il y a une vraie lacune, c'est probablement la raison d'ailleurs pour laquelle on est là aujourd'hui. Il n'y a quasiment pas de solution e-commerce dans les Outre-mer. Alors je vais illustrer pour essayer de comprendre. Alors ça répond plus ou moins à la question sur le règlement de l'Union européenne. Je vais illustrer avec 3 acteurs aujourd'hui qui ne livrent pas ou qui livrent différemment. Si on regarde Amazon, vous voyez à gauche une page, là c'est un iPhone 16 vu depuis l'Hexagone, donc géolocalisé Paris 20e, et on va proposer l'iPhone à 919 €. Lorsque je me connecte depuis La Réunion, ce produit n'est pas disponible. Donc Amazon rend indisponibles ces produits pour les territoires ultramarins. Ce qui n'empêche pas qu'un client peut quand même regarder les prix et se connecter en disant comme si j'étais à Paris, faire livrer son produit sur une autre plateforme et essayer de le faire rapatrier, moyennant tous les surcoûts. Mais en tout cas, la livraison directe n'est pas possible et ils indiquent clairement que le produit n'est pas disponible. Donc ça, c'est une première approche. Ici, ça c'est le cas Cdiscount. Vous voyez à gauche qu'avec Cdiscount, on peut livrer 11 pays européens. Donc eux se sont développés plutôt dans une logique à profiter de l'espace Schengen et livrer leurs produits partout en Europe. Par contre, lorsque je rentre un code postal ici en Guadeloupe, eh bien, le code postal devient rouge, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire livrer en Guadeloupe.
Et le troisième cas, là j'ai pris un autre exemple, LDLC. Alors LDLC est un des sites e-commerce qui livre dans les Outre-mer. Et vous avez l'exemple ici qui est intéressant, c'est-à-dire qu'en haut, vous avez un panier avec une livraison en France métropolitaine. Et en bas, vous avez un panier livraison Outre-mer. Alors qu'est-ce qui va changer? Les prix vont être indiqués en hors taxe. Vous avez le montant des frais de port qui passe, je crois, de 8 € à 56. Donc, vu comme ça, on a presque l'impression de faire une bonne affaire, puisqu'on passe de 658 € à 598 €. Sauf qu'une fois arrivé sur place, il faudra payer l'octroi de mer et la TVA à l'import, ce qui va renchérir de près de 20% le prix du produit. Mais au moins, il y a une solution de livraison. Donc voilà un peu la situation actuelle, c'est-à-dire que la plupart des sites e-commerce ne livrent pas, parce que trop coûteux pour eux. Et donc je vais expliquer les 4 freins pour lesquels ces acteurs ne livrent pas. C'est un peu une redite par rapport à ce qu'a dit mon confrère. Le premier point et le plus évident, c'est effectivement les coûts d'acheminement élevés. Je donnerai un exemple juste après. Donc les surcoûts, c'est de l'ordre de 10% pour le fret maritime et 20% pour le fret aérien, sachant qu'en matière de e-commerce, pour que les acteurs livrent, c'est forcément du fret aérien, puisque le fret maritime, on ne peut pas livrer un colis unitaire en maritime. Donc c'est à peu près 20% de la valeur en moyenne. Complexité logistique. Il faut savoir que le transport en avion ou en maritime vers les Outre-mer est très sensible au volume plus qu'au poids. Les acteurs de l'Hexagone ont tous des systèmes d'information liés au poids, parce que le transport routier, c'est du poids, mais quand on livre dans les Outre-mer, ben là, c'est le volume qui compte. Donc il faut savoir adapter son système d'information pour calculer le volume de ses produits. Complexité administrative, bien évidemment. Il y a des contraintes douanières. Il faut régler l'octroi de mer. Donc il faut faire des documents, avoir des codes SH, donner le pays d'origine de ces produits. Enfin, toute cette problématique. Et bien sûr, les marchés sont limités. Vous avez des acteurs qui peuvent rayonner sur l'espace Schengen, c'est 420 millions d'habitants. La population moyenne d'un DOM, c'est 420 000 habitants. Il y a un rapport de 1 à 1000. Donc vous voyez que ces acteurs préfèrent mettre leur argent et leur énergie à essayer de se développer en dehors des frontières hexagonales que de se positionner sur les Outre-mer. Voilà, juste un petit exemple. Ça, c'est la grille tarifaire de Colissimo. Vous voyez que pour livrer un colis de 2 kg, ça coûte à peu près 12 € vers la France métropolitaine. Ça va coûter 35 € vers les DOM et 50 € vers la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie. Voilà, donc ça peut représenter, sur un panier moyen de 68 €, qui est le panier moyen défini par la FEVAD, c'est 50% du coût vers les départements d'outre-mer. Alors, quelles sont les possibilités pour un acheteur ultramarin? Soit il essaye d'acheter chez un acteur national. Vous noterez la référence à un jeu télévisé bien connu. Vous avez le choix entre l'appel à un ami, le 50-50 ou l'avis du public. L'appel à un ami, en fait, vous faites livrer votre colis chez un ami ou de la famille en Outre-mer, comme vous devez tous être sollicités ici quand vous repartez dans vos territoires. Et puis vous mettez dans vos valises le colis qui est arrivé chez vous. Au passage, le colis ne sera pas frappé d'octroi de mer, donc c'est une source fiscale qui disparaît pour les territoires. Le 50-50, il existe déjà depuis un certain nombre d'années des acteurs qui se sont positionnés sur ce manque, qui sont des acteurs de réacheminement, et donc ils vont vous donner une adresse de livraison en France métropolitaine et qui vont vous rapatrier le produit. Voilà. Ou alors le dernier point, c'est un peu l'exemple de LDLC, c'est-à-dire qu'on va acheter chez un acteur qui livre dans les DOM mais qui n'aura pas pris en compte l'octroi de mer et la TVA à l'import, et donc le client va se retrouver avec des surcoûts à l'arrivée qu'il n'avait pas prévus et peut payer 30 à 50% plus cher son produit. Ou alors on commande chez un acteur local. Quand je dis un acteur local, ce sont des acteurs spécialisés, comme DOM Market ou nous-mêmes. J'ai cité également Ravat à La Réunion, qui est un distributeur
l'un des rares distributeurs qui a mis en place un site internet assez significatif. Voilà, donc ce sont les choix qui aujourd'hui se portent aux habitants des Outre-mer. Très rapidement, pour parler de nous, nous on avait une ambition d'abord, c'était d'avoir une offre très complète. Donc on a créé un catalogue très large avec près d'1 million de produits livrables en 15 jours, tout frais compris et en prenant le service après-vente. Donc on essaye de se rapprocher le plus possible d'une expérience utilisateur d'un acheteur dans l'Hexagone qui achète un produit sur un site e-commerce. Donc c'est du choix, mais aujourd'hui des tarifs encore élevés, malheureusement. C'est-à-dire qu'on n'apporte pas de réponse tout de suite sur la problématique de la vie chère. Donc les prochaines étapes qui sont en cours, c'est bien sûr améliorer nos prix. Avec l'augmentation de nos volumes, on va pouvoir nous aussi peser sur nos fournisseurs et optimiser un peu plus les frais d'approche. On a lancé un travail avec les acteurs locaux parce qu'on pense qu'il est très important d'intégrer, puisqu'il y a des stocks sur ces territoires, il y a des importateurs grossistes, il y a des produits parfois à des très bons prix, mais par contre qui ne sont pas visibles du consommateur. Donc nous, on essaye de nous appuyer sur ces acteurs pour faire émerger aussi une offre locale avec des produits locaux qui viendraient compléter la plateforme. Voilà, et le dernier point à moyen terme, c'est de créer, c'était l'une des questions, de créer un flux inverse, c'est-à-dire de pouvoir proposer dans l'autre sens d'exporter la production locale vers l'Hexagone ou vers l'Europe, puisque dès lors que nous, on a mis en place un flux dans un sens, il est assez facile de mettre en place le flux dans l'autre sens. Voilà, donc c'est la dernière slide. Le e-commerce est bien sûr une opportunité d'animation rapide du marché. On voit que en France hexagonale, le e-commerce représente 20% du marché de la distribution et a beaucoup aidé à dynamiser et à tirer les prix vers le bas. Donc c'est probablement une solution aussi pour dynamiser le marché, d'avoir des acteurs complémentaires. On a bien vu que les acteurs nationaux ne viendront pas en l'état actuel des choses. C'est pour ça que nous, on se bat pour essayer de créer une solution alternative. Et puis, c'est aussi une opportunité pour l'économie locale parce que nous sommes des acteurs qui allons aussi promouvoir les acteurs locaux, que ce soit des importateurs, des distributeurs, des artisans, pour mettre ça en place sur le marché. Voilà, donc si j'avais un message à passer, c'est qu'il faut créer les conditions d'émergence et de développement des acteurs locaux, plutôt que d'essayer à tout prix de faire venir les acteurs internationaux. Voilà, en complément des autres actions que vous pourriez mettre en place dans le cadre de la lutte contre la vie chère. Merci. Nous allons poursuivre avec Monsieur Morales de La Poste. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Donc je vais essayer de donner des éléments chiffrés, notamment sur les flux colis, au départ de l'Hexagone et aussi au départ de nos territoires ultramarins. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en termes de Colissimo, le trafic en 2024, au départ de l'Hexagone, il y a eu je vais arrondir, je vais faire des arrondis, 1,9 million de colis qui sont partis de l'Hexagone vers nos territoires ultramarins, et avec une diminution du flux de 2,3%. Et depuis 2020, il y a une diminution globale des flux de 40% sur le colis. Voilà. Par contre, en contrepartie, il y a ce qu'on appelle les PPI. Donc, comme disait mon collègue, c'est des colis qui arrivent de Chine, Temu, etc. Là, on est sur un volume de 2,6 millions, avec une évolution exponentielle depuis 2015. Donc, on est parti de pas beaucoup à énormément. Même si on voit un tassement, puisqu'aujourd'hui, ces colis sont aussi taxés, ou essaient d'être taxés, mais des fois, le flux est tellement important que ça passe sous les radars. Donc, concernant les départs colis, je voulais ajouter, pardon. Donc, pour partie, 50% des colis sont des colis professionnels, B2B ou B2C. Et la majorité des
des colis, ce sont des logisticiens, des sociétés de logistique. Donc, alors je pense, je n'ai pas de certitude, parce que je n'ai pas d'étude de marché, que c'est des achats sur plateforme Hexagone qui ne sont pas référencés sur l'outre-mer et qui sont renvoyés après sur les départements ultramarins. Et l'autre partie, donc c'est les partenaires existants qui travaillent avec nous, et on est plutôt sur du vêtement, un petit peu d'informatique. Et pour répondre à la première question sur l'auto, on n'a pratiquement aucun envoi de pièces auto par l'intermédiaire de Colissimo. Donc voilà, ça doit passer par des prestataires autres que la Poste. On voit très peu, un petit peu de moto, très peu d'auto. Et je pense que c'est dû au volume, donc ça doit passer en bateau. Parce que tous les colis dépassant 30 kg ne passent pas par la Poste. Voilà. Mais quelle que soit la taille, on voit pratiquement pas de... Voilà, on n'a pas de gros clients de auto. On a des gros clients sur la partie logistique, des gros clients sur la partie vêtements et un petit peu informatique. Bon, et le DLC, pour ne pas le citer, puisqu'on a eu la... Mais pas du tout d'auto. Donc, concernant les frais de douane, aujourd'hui, il a été mis en place au niveau de la Poste ce qu'on appelle du FTD, donc du franc de taxe de douane. Les sociétés ont la possibilité d'annoncer à leurs clients quels seront le prix franc taxe de douane. Donc c'est un service qui est proposé par la Poste. Je crois que M. No l'utilise. Et donc le client sait à l'avance ce qu'il va payer au moment du départ. Et c'est bien la personne qui passe la commande qui va payer l'ensemble. Il n'y a pas de surprise arrivée sur le site. Donc on essaye par l'intermédiaire de nos commerciaux de pousser sur cette solution, justement pour limiter l'effet de surprise sur les taxes à l'arrivée sur nos départements ultramarins. Donc voilà, et l'avantage, c'est que la TVA n'est pas répercutée deux fois. Donc on est très inquiet quand même sur l'évolution du colis sur les départements d'ultramarins. Moins 40%, c'est assez important, et donc on se pose la question comment développer justement le colis, ne pas perdre ses possibilités. Donc on a aussi mis en place, et en 2025, il y aura un site qui sera mis en place pour les e-commerçants, donc les petits e-commerçants, justement sur le même principe de franc de taxe de douane, pour qu'ils puissent créer leur site et qu'on puisse distribuer les territoires ultramarins. Aujourd'hui, je pense que vous l'avez tous en tête. Au départ de l'Hexagone, pour les particuliers, donc ce qu'on appelle du C2C, les colis qui n'excèdent pas 400 € de valeur ne sont pas taxés à l'arrivée, contrairement au B2C où là on est dès le premier euro. Et à contrario, au départ des territoires ultramarins, on est sur une franchise de 45 €. Donc voilà. Donc après nous. Pardon ? Au-delà de 400. Alors la règle au-delà des 400 €, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de relations commerciales. Donc c'est tout ce qui peut concerner des cadeaux à des amis à envoyer sur les territoires ultramarins. Dès qu'on rentre sur une relation commerciale du type Le Bon Coin ou Vinted, on passe sur le seuil à 22 €. Au-delà de 400 €, on applique l'octroi de mer et la TVA. En dessous de 400 €, on n'applique rien. Quoi, les douanes. Nous, on applique la loi. Donc ça, c'est du départ hexagone vers les territoires d'outre-mer. Le contraire n'existe pas, ou il existe, mais à hauteur de 45 €. Si demain, un Réunionnais veut envoyer un cadeau à son enfant qui vient faire ses études sur l'Hexagone, la franchise sera de 45 €. Donc au-delà de 45 €, il y aura
la TVA, régler la différence de TVA. Donc voilà ce qui se passe aujourd'hui sur les territoires. Il y avait une autre question, je pouvais vous apporter des éléments. Si, je vais laisser... Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que c'est compris, ce que vous annoncez là, c'est compris dans l'achat de la boîte d'emballage de la Poste? C'est-à-dire le Colissimo, par exemple. Avec les frais de port? Oui. Non, c'est hors frais de port. Oui, c'est ça. C'est hors frais de port. Mais bon, d'expérience, j'ai aussi, j'ai vécu assez longuement à La Réunion. 45 €, ça va très vite quand on veut envoyer un cadeau à Noël à nos enfants qui font leurs études sur l'Hexagone. Ça va très très vite. Je vais laisser la parole à nos rapporteurs. Alors, Viviane Artigalas. Moi, c'était sur un petit peu par rapport à l'octroi de mer, la perception et le paiement de l'octroi de mer. Est-ce qu'ils sont-ils facilement mis en œuvre pour les sites d'achat en ligne? Je suppose que comme il y a différence sur les territoires, ça ne doit pas être si facile. Est-ce que vous avez des algorithmes qui vous permettent de travailler là-dessus et comment vous les mettez à jour régulièrement? Et puis, est-ce que cet octroi de mer, il est assez transparent pour les acheteurs? Et ma deuxième question, c'est Monsieur No sur le développement dans l'autre sens du commerce, du e-commerce des Outre-mer vers l'Hexagone. Est-ce que vous avez, je vois que vous voulez développer un petit peu ça, est-ce que vous avez des perspectives, fait une étude de marché, des perspectives sur ce sujet? Merci. Alors, je vais répondre aux deux questions. Nous, sur l'octroi de mer, alors effectivement, on a des algorithmes, tout ça est calculé de façon assez fine. Chaque catégorie, chaque produit dans notre base de données dispose de son code SH, qui est le code qui permet de régler l'octroi de mer. Donc effectivement, c'est l'un des travaux qu'on a fait depuis quelques années et que ne font pas les acteurs nationaux. Nous, on a décidé de surtout ne pas être transparent vis-à-vis du client final, parce qu'on souhaite que le client final ait une expérience d'achat qui soit la même qu'un client hexagonal. Donc, il a un prix de TTC, puis peu importe ce qu'il y a dedans. C'est pour ça que je dis, nous, on est distributeur. C'est-à-dire qu'on vend à un prix public final et on s'est débrouillé en amont pour dédouaner, pour payer les frais de douane, la TVA, etc. Donc notre client, lorsqu'il est en Guadeloupe, on a un établissement secondaire en Guadeloupe, il reçoit une facture avec une TVA à 8,5 comme s'il achetait à un acteur local. Et techniquement, on a effectivement importé un produit depuis un fournisseur, on l'a fait dédouaner, on a calculé les frais de douane, etc. Donc ça, c'était la réponse pour votre question sur l'octroi de mer. Sur le flux dans l'autre sens, en fait, dans notre stratégie, dès le premier jour, on avait pour volonté de réfléchir notre plateforme au service des ultramarins, mais aussi au service de l'économie locale. Donc il y a effectivement un besoin, c'est qu'il n'y a pas de solution e-commerce, donc c'était une façon de rentrer. Mais importer des produits pour concurrencer l'économie locale, bon, soit ça peut peut-être faire baisser les prix à terme, mais ça n'est pas une fin en soi. Donc on a réfléchi la plateforme pour pouvoir intégrer les acteurs locaux. Et quand je dis les acteurs locaux, ça va être les importateurs grossistes qui ont des stocks pour pouvoir les proposer localement, ce qui permet de livrer beaucoup plus rapidement. Ça va permettre de livrer le client en 48 heures plutôt qu'en 15 jours. Donc ça, c'est important. Ça va permettre aussi de bénéficier de produits qui ont déjà été importés en bateau, donc avec des coûts d'approche moins élevés qu'en avion, et donc de proposer des bons prix. Et une fois qu'on a mis en place cette stratégie, il est très facile pour nous, de par notre partenariat avec La Poste, puisque La Poste livre dans les deux sens. Nous, on fournit, par exemple, un artisan local qui viendrait proposer ses produits sur la plateforme. Il pourra bien sûr le vendre localement. Mais il est prévu en 2026 qu'on ouvre une plateforme dans l'Hexagone. On n'a pas encore trouvé le nom, et donc qui permettra à tous ces acteurs qui sont rentrés sur la plateforme de pouvoir expédier leurs produits vers l'Hexagone. Voilà, donc ça fait partie du plan. Et si je peux me permettre, donc nous, contrairement à M. No, on a eu une approche différente. Notre principal objectif est de proposer des produits moins chers que l'offre locale.
donc se battre un peu contre la vie chère, à notre manière et comme on peut. Du coup, nous ne travaillons pas encore avec de l'aérien, nous travaillons exclusivement avec des frais maritimes, qui sont 10 à 20 fois moins chers. Et ensuite, nous sommes aussi une marketplace, donc nous ne vendons pas des produits, ce sont des partenaires hexagonaux qui vendent les produits. Et du coup, nous n'avons pas d'autre choix que d'être transparents justement sur le prix. Donc, il est un peu écrit de tous les côtés sur notre site, prix tout inclus. Donc, on explique clairement que l'octroi de mer et le transport sont inclus dans le prix. Donc, on affiche un prix TTC, mais on détaille la construction du prix. Donc, sur chaque produit est indiqué la valeur du produit, la valeur des frais, enfin, du fret et de la logistique, la valeur des taxes et la valeur de la TVA. Pour 2 raisons, enfin 3 raisons même. Une transparence complète pour pouvoir expliquer aux clients, voici ce que vous payez. Ensuite, comme nous ne vendons pas des produits, nous ne pouvons pas travailler, comme M. No, sur une facturation locale d'un distributeur. Donc, nous ne sommes pas l'exportateur, nos partenaires le sont, et nous ne sommes pas l'importateur, les clients le sont. Donc, tout ce qui est dédouanement et gestion des taxes se fait au nom du consommateur. Et du coup, le consommateur a une facture derrière, en tout cas une note des débours, lui indiquant le montant des taxes qu'il a payé sur chacun des produits. C'est un process qui est extrêmement compliqué. Vous avez pu le constater, je m'en suis arraché quelques cheveux. Mais aussi, alors, non seulement parce que les systèmes informatiques douaniers sont très réglementés et très structurés, on ne peut pas se connecter à un système douanier pour pouvoir effectuer une déclaration. Seul un transitaire et un agent sermenté peut le faire. Donc ça rajoute un intermédiaire qui, derrière, prend des frais, parce que cet acteur a besoin aussi de pouvoir vivre économiquement. Et derrière, l'accès, donc M. No en parle un peu, l'accès aux bases de données sur tout ce qui est octroi de mer et taxation est encore très archaïque. On parle de scan de PDF. Ce qui, dans le monde de l'informatique, est pour nous un non-sens parce que nous ne pouvons pas traiter en masse ces données. Donc voilà une des problématiques qu'on a. Et ensuite, pourquoi on a voulu être transparent sur le prix? Tout simplement pour montrer que les différences de prix ne sont pas liées au transport ni aux taxes. On arrive à vendre des produits en Outre-mer moins chers que le prix TTC en Hexagone. On a une TVA à 8,5, il suffit que la taxe, l'octroi de mer soit un peu plus faible, enfin soit à 7,5 sur un produit, mais le produit n'est pas un volume très élevé, on peut être 10 à 15% moins cher que l'offre hexagonale. Donc la transparence était nécessaire pour nous, parce que légalement on devait le faire, mais aussi pour notre client, pour expliquer, vous payez 299 € votre Karcher en Martinique, vous le payez 160 sur Dumb Market, c'est pas parce que c'est pas le même, c'est simplement parce que les marges affectées aux produits sont différentes. Madame Perrault, vas-y. Plus, vous touchez un panel de produits de toutes sortes ou vous êtes spécialisé dans des produits de consommation courante ou Alors, le rêve de Dumb Market, c'est de pouvoir proposer chaque produit nécessaire au quotidien pour tous les consommateurs d'outre-mer. Parce que notre but est de proposer des produits moins chers. Donc, évidemment, on essaye de proposer tout type de produits. Nous ne travaillons pas par aérien. Donc, on peut se permettre de plus facilement envoyer des produits de fort volume. Envoyer un équipement de cuisine professionnel est possible par bateau. Je pense que c'est compliqué par Colissimo. Et c'est un peu les différences que nous avons sur nos 2 plateformes. Nous faisons beaucoup plus de produits de fort volume que de produits de petit volume. Donc oui, nous vendons tout type de produits, mais avec un intérêt plus pour les produits du quotidien qui sont un peu plus volumineux. Jocelyne Guidez. Moi, je reviendrai simplement sur les soldes, parce que vous en avez parlé tout à l'heure, en disant que les soldes ne se passaient pas en même temps que l'Hexagone, et que du coup, vous n'en faisiez plus partie puisque c'était passé.
Il n'y a pas moyen quand même de changer cela? Ça serait quand même, enfin, me semble-t-il, assez simple pour que ça se passe en même temps que l'Hexagone. Est-ce que ça vous permettrait, en effet, comme ça, d'avoir des prix plus attractifs? Ça, c'est une première question. Et puis, au niveau de la Poste, vous avez parlé de 40% en moins, en tout cas, de colissimo qui partaient. Mais moi, j'ai l'impression que dans l'Hexagone, on a le même souci. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Poste, il y a moins de courriers, moins de colissimo qui partent. Est-ce que vous pensez que c'est simplement un problème de prix ou simplement parce que nous vivons autrement et voilà, simplement ça, parce qu'on voit bien que même dans l'Hexagone, on parle de fermer des bureaux de poste parce qu'il ne se passe plus rien dans les bureaux de poste. Merci. Je vais commencer par répondre sur la question des soldes. J'aurais aimé pouvoir utiliser le mot solde sur les périodes d'Hexagone et des territoires outre-mer. Malheureusement, légalement, ça m'est interdit. Le terme solde est très réglementé. On ne peut pas l'utiliser à n'importe quelle période. C'est pour ça qu'il y a des dates de début et de fin qui sont très strictes. Donc, sur notre plateforme, c'est très compliqué puisqu'on s'adresse. On a une seule plateforme pour l'ensemble des territoires. Donc, vous géolocalisez en fonction du territoire où vous êtes et les prix s'adaptent en fonction de votre territoire et la communication aussi. Mais on ne peut pas, pendant les périodes de solde en Hexagone, afficher le terme solde en Outre-mer, malheureusement. Il faudrait voir avec les collectivités locales et l'État. Je ne suis pas en mesure de vous répondre. Non, le Black Friday, nous le faisons. Par contre, ça, pour le coup, c'est... Le Black Friday est une offre commerciale qui est plus récente et c'est un jour précis, c'est le dernier vendredi du mois de novembre. Voilà. C'est comme Thanksgiving ou d'autres choses. Et qui n'est absolument pas réglementé d'ailleurs. Oui, d'ailleurs. Puisque vous avez tous remarqué que le Black Friday, maintenant, c'est tout le mois de novembre. Donc voilà. C'est un vendredi qui dure un mois. On a eu le Black Friday, puis la Black Week, maintenant le Black Month. Voilà. Alors, concernant les flux colis, donc non, il n'y a pas de baisse de flux colis à la Poste, puisque le e-commerce a aidé justement au développement du colis. Par contre, concernant le courrier, oui, il y a une baisse structurelle du courrier, mais qui date de l'avènement de l'email. Pour exemple, aujourd'hui, j'ai été invité par mail. Il y a 15 ans, j'aurais peut-être reçu un courrier. Aujourd'hui, c'est plus du tout dans les modes de consommation le courrier, et on avance de plus en plus sur la digitalisation. Aujourd'hui, je ne reçois pratiquement plus aucune facture d'EDF ou de qui que ce soit par courrier, je la reçois par mail. Donc oui, il y a une baisse de courrier structurelle, mais c'est dû au mode de consommation, et voilà, on ne peut pas lutter contre Internet. Donc oui, il y a une baisse de courrier, et il y a une baisse de flux, et une baisse des clients qui vont dans les bureaux de poste. Parce que même le colis, on allait le chercher avant dans les bureaux de poste. Aujourd'hui, on va le chercher. Voilà, c'est des lockers, c'est des commerçants qui sont plus proches que les bureaux de poste. Voilà, il y a un mode de consommation aussi différent sur le colis. Il y a beaucoup moins de domiciles, en fin de compte. Merci, Viviane Artigalas. Et après, je passerai la parole aux collègues. Non, moi, j'avais une précision par rapport au... vous nous disiez que ça, effectivement, le commerce en ligne, votre plateforme, elle est capable de faire baisser les prix, d'avoir des prix plus concurrentiels par rapport à ce qui arrive. Mais Monsieur No, vous aussi, c'est... parce que j'avais l'impression que vous nous disiez le contraire, vous, que c'était pas plus difficile. Donc... Alors, oui, je vais ce que l'on a fait, nous, dans un premier temps, ça a été de proposer du choix. Donc on s'est attaché depuis 2019 à référencer le maximum de fournisseurs, le maximum de produits, ce qui nous a monté jusqu'à 1 million de produits sur la plateforme. La problématique qu'on a, c'est qu'on fait de l'aérien pour livrer rapidement, et l'aérien, dès qu'il y a du volume, ça coûte très cher. Donc on sait être compétitif sur des petits produits. On a des smartphones qui sont parfois plus intéressants que localement, des accessoires pour téléphone mobile, des petits jouets. Enfin, dès que c'est des petits produits,
généralement notre logistique avec le groupage. Et puis on essaye, nous, de faire un peu de péréquation. Comme on fait du groupage aérien et on mixe des petits et des gros colis, on essaye de faire en sorte que les clients qui sont prêts à payer plus cher parce qu'ils veulent le produit un peu gros ou ils veulent la dernière nouveauté, finalement payent pour les petits, ou on essaye de neutraliser le coût aérien pour les petits produits. On fait par exemple, sur la plateforme, on a 500 000 références de livres. C'est-à-dire qu'on est la plus grande librairie en ligne des DOM et on vend beaucoup de livres. Avec une particularité, c'est que le prix du livre est réglementé et vous devez le savoir, le prix du livre unique est différent dans les départements d'outre-mer. Il est plus cher dans les départements d'outre-mer de 15%. Et donc, nous, on fait beaucoup de livres parce qu'on propose du choix sur les livres. Et les livres sont vendus au prix, là en l'occurrence au prix unique du livre, puisque c'est réglementé par décret, même si là, sur ce cas particulier, on pourrait les vendre moins cher, mais on n'a pas le droit. Donc, sur 1 million de produits, il y a des produits qu'on vend au même prix que localement. Il y a quelques produits sur lesquels on va être moins cher et sur lesquels on va communiquer. Et puis, dès qu'on commence à avoir un peu de volume, c'est vrai qu'on va être probablement assez cher et plus cher que des locaux qui les ont importés par bateau. Raison pour laquelle on essaye d'intégrer aussi les partenaires locaux dans notre écosystème pour pouvoir aller au-delà des contraintes aériennes, c'est-à-dire 30 kg, maximum 1 mètre de diamètre, etc. Et proposer un complément de gamme sur des produits différents. On pense que pour avoir une vraie pertinence prix, il faut s'appuyer sur la multiplicité des acteurs locaux, hexagonaux, essayer d'optimiser. Enfin, notre métier, c'est d'optimiser. Et plus les volumes augmenteront, plus les partenariats augmenteront, plus on sera pertinent sur les prix et les offres. Pour donner un peu plus de contexte, envoyer 1 kilo par voie aérienne en groupage, juste les frais aériens, c'est à peu près 5 € du kilo. Par conteneur, on est plus autour de 0,3 € du kilo. Même si en Outre-mer, on a un peu une spécificité, pour se rendre compte un peu du coût du fret sur l'Outre-mer, je donne toujours cette comparaison. Un Shenzhen-Le Havre, pour un conteneur, car c'est l'unité de mesure, c'est à peu près 2500 € pour 30 à 40 jours de mer. Le prix du transport du conteneur du port de Shenzhen jusqu'au port du Havre. Pour transporter le même conteneur du port du Havre jusqu'à Fort-de-France, on a 4000 € pour 10 à 13 jours de mer. Voilà. Donc on est 1,5 fois plus cher, alors qu'on est 3 à 5 fois moins long. C'est aussi manque de concurrence sur les voies maritimes. Il y a aussi un effet que il y a une balance commerciale qui est complètement inégale en Outre-mer. La Martinique, par exemple, importe plutôt 3,5 milliards d'euros de marchandises par année et exporte 0,5 milliards. Donc, pour importer ces conteneurs, importer cette marchandise, il faut des conteneurs. Mais par contre, ces conteneurs repartent à vide. Bon. Mais c'est aussi parce qu'il y a un manque de concurrence. Et si vous voulez importer quelque chose par voie maritime, vous allez avoir 1, voire 2 acteurs. Et on l'a vu pendant le Covid, ils décident un peu des prix qu'ils exercent. Donc, la voie maritime est aujourd'hui la solution la moins chère, qui pourtant, ça a énormément de complexité parce qu'on n'envoie pas un produit, on envoie un conteneur. Donc il faut pouvoir s'organiser au niveau logistique, il faut avoir des partenaires pour pouvoir remplir ce conteneur parce qu'envoyer du vide, c'est un non-sens. Mais ça reste aujourd'hui, encore pour les dom-tom, plus cher que pour l'Hexagone. Donc... Merci. Juste une petite information, c'est que les soldes sont prévus dans la loi et arrêtés par décret, mais dans les Outre-mer, elles tiennent compte justement de la saisonnalité et permettent aussi de préserver l'économie locale. Donc c'est la raison pour laquelle elles ne sont pas aux mêmes dates que dans l'Hexagone. Donc il y a peut-être un sujet à creuser aussi avec...
Alors, monsieur, je vais commencer par Stéphane Foissin qui a demandé la parole. Puis après, non. Oui, moi c'est juste les 400 € avant lesquels je voulais savoir pourquoi c'était pas dans les deux sens. C'est un peu absurde d'avoir 400 € dans un sens et pas 400 € dans l'autre. Je vais vous répondre. Nous, ouais. on applique la règle en fin de compte. C'était un amendement de notre collègue de la Réunion, Nassima Dedar, qui avait déposé lors d'un PLF, parce qu'effectivement, au départ de l'Hexagone, à l'époque, c'était 200, au-delà de 250 €, il y avait une taxation, et nous l'avons décalé à 400 € pour permettre d'envoyer des cadeaux, des colis de l'Hexagone vers la Réunion, mais peut-être que cela n'a pas été vu dans l'autre sens, donc c'est bien de nous alerter et nous allons y travailler. Qui souhaite s'exprimer? Oui, je voulais juste prolonger un instant la question de notre collègue Madame Guidez sur, je dirais, la politique des colis de la Poste. Vous nous dites, monsieur, que ça n'évolue pas négativement. En valeur absolue, c'est peut-être vrai, mais en valeur relative, avec la croissance du e-commerce, est-ce que ce n'est pas la concurrence qui prend une part croissante du trafic colis? Moi, c'est un peu le sentiment que j'ai dans l'Hexagone. Alors, très franchement, je suis directeur marketing de l'Outre-mer, et vous donner des chiffres au niveau national, ça va être compliqué pour moi. Je ne les ai pas en tête. En termes de... Voilà, je préfère pas vous dire de bêtises, vous donner des chiffres en volume, mais je pourrais revenir vers vous, vous apporter la réponse. Alors, voilà. Oui, merci, Présidente. Alors, en 2019, le gouvernement Édouard Philippe avait émis le souhait de favoriser le e-commerce dans nos territoires. Alors, moi, je viens de la Guyane. D'ailleurs, la Direction générale des entreprises menait une réflexion à ce sujet avec d'autres services de l'État, comme les douanes et la consommation. Donc, j'ai deux questions à poser à nos deux directeurs ici présents. Est-ce que vous avez été mis au courant de cette volonté du gouvernement, puisque je sais que l'Eden a été lancé en 2019, si je ne me trompe pas, et je sais que Dom Market, c'est 2022. Et est-ce que vous avez été accompagné par l'État dans vos différents projets pour les Outre-mer? Merci. Alors moi, je vais commencer parce que en cours de 2021, j'ai écrit une quinzaine de fois au ministère des Outre-mer lorsque je lançais mon projet pour pouvoir parler de ce sujet et en expliquant que mon but était de me battre contre la vie chère. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai cru que vous me contactiez aujourd'hui. Je croyais que mon contact était dans la base de données suite à ces mails. Ensuite, par rapport aux aides qu'il existe, j'en avais parlé lors du premier entretien qui a été fait, il y a énormément d'aides européennes pour le développement régional, et notamment le fonds FEDER, qui est le fonds économique d'aide aux entreprises régionales, mais qui n'est absolument pas adapté à nos types d'entreprises et dans le secteur dans lequel elle évolue. J'ai voulu faire une demande auprès de FEDER et en toute transparence, lorsque j'ai appelé les collectivités, on m'a dit il ne faut pas que vous comptiez sur l'argent de FEDER pour lancer votre projet, il faut vous dire que si vous le touchez dans 2-3 ans, tant mieux. Voilà. Il y a d'autres données qui sont hallucinantes. C'est le minimum de la subvention, c'est à peu près 150 000 €. Enfin, il faut un projet qui a un investissement représente au moins 150 000 €. 150 000 € pour un jeune entrepreneur qui veut se longer d'un tom-tom, c'est énorme. Et derrière, la complexité des dossiers à mettre en place, enfin, j'ai initié le process. Au bout de 2 mois, je me disais que l'énergie que je passais dans ce dossier pour peut-être avoir une subvention dans 3 ans ne valait pas l'investissement de temps, puisque peut-être que dans 3 ans, je ne serai plus là. Donc il existe des aides, heureusement, mais qui ne sont pas du tout adaptées au secteur économique des Outre-mer et encore moins au digital.
Et alors, je vais compléter, effectivement, nous, on a été créé en 2019, on n'a jamais bénéficié d'un centime de la part de l'État, hein. Tout s'est fait sur fonds propres et j'ai essayé effectivement d'aller regarder ce qu'il y avait comme aide, etc. Quelques coups de fil avec BPI France, regarder, mais c'est jamais adapté. Très souvent, le e-commerce, qui est largement développé en Europe, est un sujet qui n'intéresse pas ou qui n'intéresse personne. Et dans les Outre-mer, c'est des aides qui sont vraiment très localisées par territoire. Or, nous, on a vocation à être dans tous les Outre-mer, puisque c'est la problématique où c'est... Donc, on a fini par laisser tomber, comme mon confrère, et se disant qu'on allait essayer de le faire nous-mêmes. Mais c'était un peu la conclusion de mon rapport, qui est de dire, oui, bien sûr, on est preneur d'accompagnement, et qu'aujourd'hui, il n'y a pas de système adapté pour aider les e-commerçants pour développer les Outre-mer. Pour rajouter quelque chose à ce que M. Ne vient de dire, le seul moyen d'être rentable sur notre secteur, et quand je dis être rentable, c'est pouvoir payer nos employés et continuer d'exister, hein, je ne parle pas de devenir riche, c'est d'attaquer le marché comme une seule entité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être que sur la Martinique ou que sur la Guadeloupe. Les territoires sont trop petits. Il faut penser régional, avec un S, et s'attaquer, enfin, et se opérer sur la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, etc. Mais tout est, en fait, tout est organisé par territoire, que ce soit au niveau des taxes, que ce soit au niveau des aides, que ce soit au niveau des administrations. Et en fait, donc, chaque chose qu'on doit mettre en place doit être multipliée par 4, 5 en fonction du territoire sur lequel on est. Laurence Faumont. Oui, juste. Mais... Pardon. Et de transport maritime en particulier. CMA, CGM a, pendant une période, je dirais, aidé au transport en faisant une réfaction sur les prix des containers. Est-ce que vous avez des négociations avec eux pour poursuivre, je dirais, leur volonté de soutenir les territoires d'outre-mer dans les livraisons? Et est-ce que sur le transport aérien, pour poser la même question à M. Cirino, savoir si avec les transporteurs aériens, vous avez les mêmes négociations pour essayer de faire en sorte qu'ils soient aussi participants à ce soutien au pouvoir d'achat des habitants des territoires d'outre-mer? Merci, je vais commencer par la partie maritime. Alors, je ne suis pas du tout Amazon et ma taille n'est pas suffisamment importante et loin d'être importante pour pouvoir discuter en direct avec les amateurs. Nous avons des intermédiaires, donc qui sont des transitaires, et en fait nos négociations sont avec eux. Donc j'aurais aimé pouvoir être assis face à M. Saadé et pouvoir mettre en avant mon projet et lui demander de soutenir ces activités qui ont vocation à aider aussi les consommateurs, hein, en choix mais aussi en prix. Mais je ne crois pas que M. Saadé connaisse de market. Et alors pour répondre pour la partie aérienne, nous on ne travaille pas avec les compagnies aériennes directement, mais via la Poste. Et en l'occurrence, on a été, il faut l'avouer, très bien accompagné par la Poste sur le projet Outre-mer, parce que je pense que c'était aussi dans leur intérêt de développer les activités vers l'Outre-mer. Nous, on a une particularité, c'est qu'on travaille localement avec la Poste de chaque territoire pour distribuer localement, et puis on travaille au national pour faire la partie groupage aérien. Et voilà, on travaillait jusque fin d'année dernière avec un expressiste, et puis on a changé pour rejoindre les rangs de la Poste. Et bien sûr, on aimerait payer moins cher, mais après, ils vont perdre de l'argent. Donc, je ne suis pas sûr qu'ils soient tout à fait d'accord. Mais voilà, on a été accompagné sur le sujet spécifiquement des Outre-mer. Je ne peux pas dire le contraire. Merci. Merci. Victorin Lurel, tu souhaites intervenir? Madame la Présidente, vous avez évoqué l'octroi de mer. Vous dites que vous pouvez décomposer l'information des prix et les faire apparaître. Est-ce que ça figure sur les factures pour le client? Ensuite, où payez-vous l'octroi de mer? Est-ce dans chaque douane territoriale
ou c'est à Rennes que vous payez cet impôt-là? Dernière question. Bon, Amazon dit que les produits sont indisponibles. Sur leur site internet, ils disent qu'ils ne livrent pas là-bas. Mais certaines places, peut-être la vôtre, vous mettez une tarification en ligne. J'ai vu ça hier, bon, je vais peut-être retrouver. Il y a une tarification selon le volume des colis, le poids des colis, et parfois plus taxes. Est-ce qu'il y a une connaissance préalable pour le client qui commande sur la tarification, avec l'incertitude au-delà de 400 € sur les taxes? Bon, parfois on a des surprises quand on met TVA et octroi de mer, sans compter peut-être les autres coûts annexes, il y a quelquefois des surprises. Est-ce qu'il y a une transparence avant la commande pour qu'il n'y ait pas de surprise? Vous l'avez déjà évoqué, ouais. Pas de surprise pour le client qui reçoit un colis en disant c'est pas le prix que j'avais vu, c'est pas ce que j'ai vu en ligne. Donc voilà la question. Monsieur Morales. Je voulais préciser pour les 400 €, c'est que les échanges entre particuliers. C'est pas c'est 0 € particulier que les professionnels. Ouais, C2C, 400 €. Professionnel client à 0. Il n'y a pas de franchise. Non, pas de franchise. Ouais. Entre deux clients. Oui, mais entre deux particuliers. Si c'est un professionnel, il n'y a pas de notion de 400 €. C'est compliqué. Hein, Oui, de l'octroi de mer. Alors, je vais répondre à vos questions. Donc, la première, est-ce que l'octroi de mer et les montants payés figurent sur les factures? Alors, oui, parce qu'encore une fois, nous ne sommes pas le vendeur, donc nous ne sommes pas l'exportateur. Donc, on a l'obligation d'émettre une facture pour le produit, des factures de services logistiques et une note de débours de l'octroi de mer. Je ne prononce pas le mot facture pour l'octroi de mer parce que j'ai eu des conversations un peu ahurissantes avec les douanes qui me disaient que si j'émettais une facture pour l'octroi de mer, donc je vendais un service et que du coup, je devais charger de la TVA sur l'octroi de mer. Voilà. Donc, j'ai fait un peu la même tête que vous avez fait quand je vous ai dit ça. Je dis lors de questions, moi, je me bats pour... Voilà. Voilà. Donc, je me suis dit, OK, comment je dois faire pour que je ne fasse pas payer une TVA sur une taxe à nos clients? Donc, on a tout un schéma fiscal qui a été compliqué à mettre en place, et aussi techniquement, hein, c'était très compliqué à réaliser. Je pensais pouvoir ouvrir de market en 9 mois, j'ai mis 2 ans et demi. Donc oui, il y a une note de débours où l'importateur est le client. Donc le client a sa note de débours avec les montants d'octroi de mer payés pour chaque produit, qui est distinct du produit. Donc en gros, quand vous faites une commande sur une market, vous avez 4 feuillets. Un feuillet pour le produit, un feuillet pour le fret maritime, un feuillet pour tout ce qui est taxes et un feuillet pour tout ce qui est logistique sur place. Parce que si je faisais un seul feuillet entre le fret maritime et la logistique sur place, le client aurait dû payer de l'octroi de mer sur la logistique sur place alors qu'elle n'est pas taxable. Donc oui, il y a une facture séparée. De la même manière que sur le site, le prix est décomposé, le feuillet l'est. Ensuite, est-ce que c'est averti en amont? Oui. En fait, on a un algorithme en fait, au moment de la création du produit qui va donner un prix TTC rendu sur place au client. Et notre promesse est que le prix payé ne varie pas une fois que le produit est arrivé. Donc, c'est à nous de recalibrer derrière en fonction de différents paramètres, notamment le volume du produit et le coût du fret. Mais lorsque vous faites votre achat sur Dom Market, vous avez une transparence du prix. Hein, comment est-il décomposé? Vous avez une facture pour chacun des éléments. Et derrière, le prix ne change pas. Est-ce qu'il doit payer et qui encaisse? Quel DRFIP ou quelle douane encaisse ça? Et si moi je reçois un colis avec une décomposition en 4 factures, je dois payer 4 fois différents? Non, vous payez... Alors, si je paye à vous, et si vous acquittez les taxes. Exactement. Mais vous payez l'octroi de mer où? Sur chaque territoire. Parce que chacun des territoires.
La spécificité du fret maritime, c'est que vous avez une déclaration à l'export qui a des frais. Donc l'exportateur doit, enfin, nous, au nom de l'exportateur, on doit payer des frais. Et ensuite, il y a une déclaration à l'import. Et le paiement de l'octroi de mer se fait à l'import. Donc localement, les taxes sont reversées, l'octroi de mer est reversé aux douanes de chaque territoire. Donc pour le client, c'est transparent. Comme Monsieur No, notre but a été de simplifier au maximum le parcours client. Donc une des questions était quels sont les objectifs, enfin les possibilités de croissance en outre-mer sur le e-commerce. Vous le savez comme moi, on a une population vieillissante. La digitalisation du commerce est compliquée parce que c'est moins naturel, on va dire. Donc on ne pouvait pas rajouter de la complexité, on ne peut pas rajouter de la complexité. Donc il faut pouvoir avoir un tunnel d'achat, donc un parcours client qui soit similaire à n'importe quelle autre plateforme hexagonale. Mais derrière, toute la complexité se fait de notre côté. Donc pour le client, c'est transparent. Pour nous, c'est un casse-tête. Il faut allumer le micro. Oui, alors, donc nous ne travaillons pas avec Amazon. Hein, donc, non, pas Amazon. D'autres affichent des tarifs sur mon smartphone. Tel prix sur la Guyane, sur la Polynésie. Il y a des prix, plus que quelques incertitudes, ce qui concerne les taxes. Vous n'affichez pas des tarifs en ligne. Ah, si, alors, sur Dom Market, comme sur Isleden, hein, vous achetez les produits qui sont disponibles sur notre plateforme. Donc, ce n'est pas parce que vous allez sur un site national que vous allez pouvoir travailler via Dom Market. Si vous voulez acheter un produit, ou Isleden, hein, vous allez sur le site Isleden ou le site Dom Market. Et on affiche le prix du produit qui est TTC rendu local et qui ne varie pas au moment de l'achat, qui varie entre les territoires, hein, parce que les taxes ne sont pas les mêmes entre la Guadeloupe et la Guyane, la TVA n'est pas la même entre la Guyane et la Réunion, et le coût du transport entre la Réunion et la Guyane n'est pas le même non plus. Donc on a un prix par produit, par territoire, et il est affiché. Merci pour tous ces éclairages. Alors, j'aurais aussi quelques questions. Lorsque vous affichez un produit sur votre plateforme, le prix, bon, TTC, on l'a bien compris, mais le prix de base qui a été négocié, vous le négociez directement avec la centrale d'achat, vous le négociez avec des intermédiaires. Comment les choses, quand vous présentez un tarif, toute taxe, avec qui avez-vous négocié le prix de base? Deuxième question, vous avez évoqué tout à l'heure la régionalisation. Moi, je pense à une régionalisation plus large, c'est-à-dire avez-vous fait des enquêtes préalables, à savoir si en s'approvisionnant dans les pays avoisinants, bon, je sais qu'il y a les normes européennes et nous y travaillons, c'est le cheval de bataille de la délégation, mais c'est de se dire si, par exemple, en Guyane, avez-vous négocié, vérifié le marché brésilien, par exemple, qui est juste à côté, ou le Suriname, ou dans les Antilles, un marché beaucoup plus large avec les îles avoisinantes et même les pays avoisinants. Est-ce que vous avez des marges et des idées sur le sujet, et j'aurais aimé enfin avoir votre avis. Selon vous, qu'est-ce qu'on pourrait modifier dans la loi qui vous permettrait de mieux adapter, puisque vous avez tout à l'heure évoqué le fait que ce n'était pas adapté au territoire ultramarin, qu'il y aurait lieu d'adapter. Donc, qu'est-ce qui, selon vous, vous permettrait d'offrir un service aux ultramarins qui soit de qualité et qui respecte des prix un peu assez bas? Je vais commencer la réponse. On a deux business models différents entre Isleden et Dom Market. Donc, nous sommes une marketplace. Donc, la marketplace ne vend pas. On est un opérateur, on est une plateforme entre deux acteurs. Donc, les personnes qui vendent sur la place de marché sont des entreprises nationales, sont parfois des grossistes, sont parfois des acteurs dédiés au marketplace, qui ne vendent que sur des marketplaces. Donc, de notre côté, pour pouvoir les attirer, parce qu'effectivement,
quoi qu'il arrive, il y a un temps à investir par ces acteurs pour pouvoir vendre sur nos plateformes. Il a fallu limiter au maximum ce qu'on appelle les contraintes, les pains. Donc une des pains était la gestion du prix. Donc notre politique est simple. Si vous vendez sur une place de marché hexagonale, on veut que vous vendiez au même prix sur l'outre-mer. Donc lorsqu'un acteur type Sobrico, qui est un de nos partenaires qui fait du matériel de bricolage et de jardinage, vend ou met un produit sur Dom Market, il va le vendre au même prix qu'il va le vendre sur Cdiscount, sur Amazon ou sur Mano Mano. C'est plus simple pour lui parce qu'il n'y a pas de gestion de tarifs différents entre les différentes places de marché. Et nous, ça nous assure d'avoir un prix compétitif sur le produit. Donc, voici comment on négocie en fait un peu la gestion des prix avec les marchands. Votre deuxième question était, si vous pouvez me la rappeler. Oui, alors effectivement, c'est un axe qu'on a voulu développer, auquel on s'est intéressé. Ne serait-ce que déjà le transport interile entre Guadeloupe, Martinique, alors entre Guyane et Martinique, etc. Et même si on voit un point de vue un peu plus global entre, par exemple, la République dominicaine, qui est un gros producteur de produits agricoles, ou aussi les États-Unis, c'est un moyen qu'on aurait aimé développer. Hormis tout ce qui est réglementation, il n'y a pas de voie maritime entre ces îles. Donc, pouvoir importer des fruits et légumes de République dominicaine, les liaisons entre les îles, mais déjà dans nos territoires, envoyer un conteneur de Guadeloupe jusqu'en Martinique coûte presque aussi cher qu'envoyer un conteneur de Shenzhen jusqu'à Paris. Donc, effectivement, pour pouvoir mieux gérer les stocks, par exemple, ça aurait pu être un axe, mais on est obligé d'avoir une vision régionale, mais on est obligé d'être complètement localisé par territoire parce que les communications sont complètement différentes, les taxes sont différentes. Voilà. Et effectivement, si je pouvais faire venir un conteneur de République dominicaine jusqu'en Guadeloupe et proposer des produits à des prix encore plus intéressants pour les consommateurs, j'aurais fait. Mais donc pareil depuis la Guyane. Après, c'est du transport, j'imagine, c'est du transport par voie, par camion, donc c'est possible, mais bon, cet axe-là, je ne l'ai pas encore suffisamment étudié. Et qu'est-ce que vous pourriez faire si on parle de moi personnellement en tant que chef d'entreprise de market, simplifier la gestion des taxes, simplifier la gestion des déclarations douanières, avoir des services dédiés dans le fret maritime au e-commerce. Donc on parlait des frais de déclaration à l'export, des frais de déclaration à l'import. C'est propre au maritime. Pour vous donner une idée, c'est à peu près, mon transitaire me facture plus ou moins 7 € de frais de déclaration à l'export et 18 € de frais de déclaration à l'import. Par voie aérienne, un frais de déclaration, c'est à peu près 5 € et il n'y a qu'une seule déclaration. Il le fait parce que les douanes lui chargent plus ou moins le même prix. Sauf que dans un conteneur, je peux avoir 100 exportateurs et 500 importateurs. Donc, quand je suis une entreprise guyanaise et que j'importe un conteneur de marchandises, il y a un seul exportateur, un seul importateur, mon fournisseur qui est l'exportateur et moi l'importateur. Donc, 7 € pour un conteneur entier, d'une valeur à peu près 30 000, 40 000 $ et 18 € d'importation, de frais d'importation pour un conteneur pareil de 30 000, 40 000 $. Ça se noie dans les frais. Lorsque un client commande sur The Market justement un Karcher premier prix, si je dois lui rajouter 7 € à l'export et 18 € à l'import, 25 € pour un produit à 120 €, ça commence à faire beaucoup. Et puis bon, après, si on devait parler plus ouvertement sur la lutte contre la vie chère, ma plateforme le montre, ce n'est pas forcément le prix de la logistique ou le prix des taxes qui rend les produits beaucoup plus chers.
Oui, je vais essayer de répondre rapidement aux deux questions. La première concernant les fournisseurs. Nous, justement, on a eu une approche de prix avec les fournisseurs qui a été de multiplier les fournisseurs. Donc on a une cinquantaine de fournisseurs en Europe et on a pas mal de produits qui existent chez plusieurs fournisseurs. Donc on crée finalement de la concurrence entre les fournisseurs. Les prix des fournisseurs sont mis à jour toutes les heures, et ce qui fait que s'il y a un fournisseur qui propose un meilleur prix, eh ben, il prendra la main et c'est chez lui qu'on va commander le produit. Après, j'ai un passé, moi, dans la high-tech, de relations avec des grossistes, et donc j'ai pu aussi lancer cette activité en ayant des relations personnelles avec quelques grands acteurs du grossiste dans la high-tech et qui m'ont amicalement fait des bons prix tout de suite, même sans avoir de volume. Voilà, mais c'est vrai qu'après, on fait quand même de l'épicerie. Hein. Aujourd'hui, on commande un produit par-ci, un produit par-là, donc on est sur des métiers où on fait de l'achat-revente en fonction de ce que commande le client, c'est-à-dire qu'on ne va pas stocker des produits. Donc comme on achète à l'unité, c'est difficile de négocier les prix. Donc nous, on a choisi à la fois de travailler avec des grossistes partenaires qui vont nous faire un bon prix, même si on ne va pas acheter autant qu'un Carrefour, et puis de mettre en concurrence des différents fournisseurs européens. Alors la régionalisation, nous, on ne l'a pas du tout mis en place, puisqu'il faut qu'on soit pertinent et efficace d'un point de vue logistique. Donc on a tout misé sur des flux entre la métropole et chacun des 5 départements d'outre-mer, et puis de nous reposer sur les acteurs locaux, parce qu'il y a des circuits existants, il y a des flux existants, on peut négocier les prix en essayant de concentrer sur un acteur. Et s'il devait y avoir de la régionalisation, moi je le verrais plutôt par nos partenariats locaux. C'est-à-dire que si vous arrivez à régler ces contraintes locales, c'est pour que des importateurs puissent se fournir régionalement. Et dans ce cas-là, nous, on sera très heureux de travailler avec ces acteurs locaux pour proposer des produits moins chers aux habitants des Outre-mer. Pour information, Saint-Barthélemy compte 3 petites compagnies maritimes qui assurent des transferts entre Saint-Martin et Saint-Barth, c'est tout près, mais aussi avec la Guadeloupe. Et il y a une rotation qui a été organisée. Donc je suis un peu surprise de voir qu'on ne puisse pas faire ce genre de transfert entre la Guadeloupe et la Martinique. Sur le cas particulier de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, nous, il faut savoir que nos groupages vont vers la Guadeloupe, et depuis la Guadeloupe, en fait, on utilise les services de la Poste localement pour desservir Guadeloupe, Martinique, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, et avec des tarifs très compétitifs de la Poste entre la Guadeloupe et Saint-Barthélemy. Je parle là du colis par colis. Donc on arrive, nous, si vous achetez sur la plateforme isleden.gp, qui est et que vous allez jusqu'au bout de votre panier, vous pouvez vous faire livrer à Saint-Barthélemy au même prix qu'en Guadeloupe. Merci Victorin Lurel et après Laurent Saumon. Oui, un peu curieuse. Vous avez donc des plateformes. La marketplace, c'est une plateforme qui achète et qui revend et qui place. Vous utilisez donc l'informatique. Vous passez par quel réseau et quel est à peu près le coût de l'informatique? Bon, c'est des entreprises à coût marginal presque zéro. J'imagine que ce n'est pas super élevé. Mais y a-t-il un monopole sur le transport de vos signaux? Est-ce que vous passez par CanalSat ou vous passez par qui pour faire votre activité? Alors, encore une fois, pour clarifier, Top Market est une marketplace, on n'achète pas. On permet à des vendeurs de vendre, voilà, exactement. Le coût informatique, il est très élevé, hein, parce qu'il y a plein de spécificités liées à nos territoires, que ce soit au niveau administratif, au niveau douanier, au niveau logistique, qui demandent du développement technologique pour s'adapter. Donc, c'est une équipe technique, ce sont des développeurs qui travaillent, ce sont des salariés, donc il y a un coût qui est assez important. Et comme je vous ai dit, au départ, je pensais que ça allait me prendre 9 mois pour pouvoir lancer. Finalement, ça m'a pris 2 ans et demi.
Donc, c'est un coût, un investissement qui a été très lourd. Si je n'avais pas des partenaires qui croyaient au projet, je pense que je n'aurais jamais pu lancer l'activité. Ensuite, vous parlez du réseau. On est une plateforme Internet. Du coup, on ne passe pas par un réseau. C'est la personne qui se connecte à Internet va avoir accès à la plateforme. Donc, le coût du réseau, il n'y a pas vraiment de monopole sur ça. C'est la personne qui est en Martinique ou en Guadeloupe qui se connecte à Facebook. Ça passe, enfin, c'est le même schéma que pour aller sur DomMarket. C'est vraiment www.dommarket.fr et vous y êtes. Donc il n'y a pas de réseau particulier pour se connecter. Vous me dites que l'investissement a coûté cher, mais les frais de flux, l'investissement pour développer le software. Est-ce que c'est prohibitif? Parce qu'il y avait peu de concurrence avant sur les câbles sous-marins et la fibre optique. Est-ce que vous faites jouer la concurrence pour ça, ou alors c'est les CEO clients qui choisissent librement Alors, ces câbles sous-marins dont vous parlez, etc., ce sont pour les fournisseurs d'Internet. Donc, Free, SFR, Digicel, etc. Ce n'est pas du tout... on n'a pas de lien avec ça. C'est vraiment... les personnes utilisent ces fournisseurs pour se connecter au réseau. Et en étant connectés au réseau, ils ont accès à nos plateformes. On n'est pas du tout en négociation avec Free. Voilà, c'est vraiment, on est un site purement Internet. Et le coût d'investissement est pour développer le software. Donc, l'outil informatique qu'il y a de notre côté pour pouvoir gérer les commandes, gérer les produits, gérer les fournisseurs, gérer les clients. Et lorsque le client va sur son téléphone ou son ordinateur pour aller sur un site, pour pouvoir lui montrer ce qu'il voit, il y a un développement informatique de notre côté qui n'a rien à voir avec le réseau. Il y a d'autres spécificités, etc. Mais le coût de développement n'est pas lié au réseau, mais plutôt à la technologie, au software qui permet aux clients de se connecter. Combien de concurrents avez-vous sur les Outre-mer? Vous êtes combien d'entreprises à faire ça? On est 3. Vous êtes les 3 qui... Non, nous 2, et il y a un 3e acteur qui vient de se lancer il n'y a pas très longtemps, mais qui n'est pas sur La Réunion. Et le 3e concurrent n'est pas sur La Réunion. Il y a une stratégie qui est similaire à la mienne, c'est une marketplace, et M. No est un distributeur. Donc c'est une logique un peu différente. Juste une question courte et conjoncturelle. Quelle a été l'incidence des événements en Nouvelle-Calédonie sur le e-commerce? Alors, je pense qu'aucun de nous deux aujourd'hui ne livre en Nouvelle-Calédonie, donc on ne pourra pas vous répondre en ce qui nous concerne. Donc, je peux vous dire que les événements à Mayotte ont eu beaucoup d'incidences, nous qui livrons Mayotte, effectivement, où les ventes ont été arrêtées pendant un certain nombre de temps, et qu'on avait, on a d'ailleurs avec La Poste, on a tout mis en œuvre pour essayer de relivrer le plus rapidement possible, parce que souvent les commandes qui étaient passées par nos clients à Mayotte étaient des commandes de première nécessité, alors pas d'alimentaire parce qu'on ne fait pas d'alimentaire, mais voilà, des équipements dont ils avaient besoin. Et est-ce qu'on voit justement un rebond alors derrière, un peu post-crise? Pas encore. Alors oui, dans les commandes. En fait, on a rattrapé la période qui est passée du 20 décembre au 10 janvier, grosso modo 10-15 janvier. Donc, il y a eu presque un mois d'arrêt. Donc il y a eu pas mal de commandes à partir de ce moment-là. Mais après, il y a un délai puisque les voies de distribution ne sont pas encore revenues à la normale. Donc les délais d'approvisionnement de Mayotte, nous généralement, on mettait entre 15 jours et 3 semaines pour livrer. Aujourd'hui, c'est plutôt entre 3 semaines et un mois pour livrer, ce qui est long pour du e-commerce. Merci. Avez-vous d'autres choses à rajouter avant de clore? Nous avons appris énormément de choses sur le e-commerce aujourd'hui. Bon, ce n'est pas non plus la panacée. Il faut améliorer le système. Et donc les problèmes aussi d'acheminement, les problématiques de solde
qui serait intéressant d'harmoniser, et puis tous les sujets compte tenu des prix variant aussi au niveau de l'octroi de mer en fonction du territoire ultramarin. Donc c'est un sujet que nous allons poursuivre, puisqu'avec nous n'avons pas évoqué l'intelligence artificielle, mais qui arrivera aussi, ou qui est déjà arrivé dans ce type de transaction. Donc, merci pour tous ces éclairages. Nous restons à votre disposition. N'hésitez pas à nous envoyer des contributions écrites. Et si vous réfléchissez à certaines choses qu'il faudrait modifier pour adapter. Ça, c'est vraiment très, très important, l'adaptation aux territoires ultramarins, aux réalités des territoires ultramarins. Merci à vous.